Vérité au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La paix dans l'espace CEDEAO. La question est au cœur d'un colloque international ouvert depuis ce matin à Lomé. Cette rencontre va permettre à plusieurs participants de tabler et penser à des solutions aux fléaux qui menacent justement la paix et la sécurité dans la sous-région. Le compte rendu dans ce journal. Et les acteurs du monde du café africain sont eux aussi réunis à Lomé depuis ce matin. Eux, ils veulent permettre aux jeunes et aux femmes de trouver leur place dans ce monde d'hommes et valoriser par la même occasion le café africain. Et puis, vous avez encore jusqu'à mercredi prochain pour vous faire recenser. Une prorogation est accordée pour permettre à tous les Togolais, à tout le monde, de se faire recenser. Comment se déroule alors cette prorogation à Lomé et à l'intérieur du pays? Vous le découvrirez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Ouverture donc ce matin à Lomé du 3e colloque international littérature et paix. La rencontre réunit enseignants-chercheurs et experts du monde socio-économique de l'espace CEDEAO. Elle vise à réfléchir, à permettre aux participants de réfléchir et trouver des solutions aux différents maux qui minent nos pays, tels le radicalisme, l'extrémisme violent et le terrorisme. Les précisions avec Elie Agba Niadao. La question de l'intégration, la libre circulation des biens et des personnes en Afrique de l'Ouest est une problématique majeure en Afrique. L'union des ressortissants des pays membres de la CEDEAO, aux côtés des enseignants-chercheurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo, apporte sa contribution pour une paix durable et une meilleure sécurité dans l'espace CEDEAO. L'union des ressortissants de la CEDEAO, c'est un vaste réseau. Ils sont venus nombreux. Nous avons les chefs dedans. Nous avons les peuls, les chefs éleveurs. C'est tous ces gens-là qui ont besoin, enfin, nous tous, nous avons besoin l'un de l'autre. Eux, ils sont sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils constatent? Nous sommes dans nos amphis. Qu'est-ce que nous faisons? Nous lisons. Qu'est-ce que nous rencontrons? Eux, ce qu'ils ont comme fait de terrain, expérience de terrain, en nous exposant ces expériences, nous faisons attention à l'orientation que nous donnons à nos recherches. Et ces recherches doivent tenir compte de ces besoins-là. On a décidé qu'on va décentraliser. Parce qu'actuellement, l'objectif des chefs d'État de la CEDEAO, c'est que toutes les résolutions et protocoles qu'ils ont pris au niveau du sommet, pour que ça puisse descendre, les citoyens puissent être outillés, informés de ce qui se passe. Ces gens-là, ils sont en brousse à tout moment. Souvent, tout ce qui se passe au niveau des frontières, ils sont les premiers à le savoir. Mais c'est eux qui doivent nous remonter les informations. Nous aussi, on donne. Parce que quand il y a la paix, ça ne concerne pas d'un côté ou de l'autre. C'est tout le monde qui est concerné. À ce 3e colloque international sur la littérature et la paix, l'on approfondira encore la réflexion sur la formation. Comment aller au-delà du théorique pour faire de la littérature un outil pratique pour la construction du continent. C'est quand on est travailleur qu'on est plus intégré dans une communauté. Parler aujourd'hui de l'emploi, parler aujourd'hui du travail, c'est réfléchir sur comment on fait pour créer de bons travailleurs, pour créer des emplois durables. Nous allons avoir suffisamment le courage de revoir nos manières d'enseigner et le contenu d'enseignement, revoir les curricula. C'est tout simplement faire, je dirais, la promotion de la pensée, la promotion du savoir. C'est le 3e colloque international du La Relica. Ces échanges autour de la consolidation, de la cohésion sociale et de la paix durable se font sur 3 jours. Et Lomé abrite également la 62e assemblée annuelle de l'Organisation interafricaine du café. La valorisation du café africain est au cœur de la rencontre et l'événement de Lomé sera une occasion également d'échange sur les grands enjeux de la filière café en Afrique autour du thème autonomisation des jeunes et des femmes dans l'industrie africaine du café. Les précisions dans ce reportage signé Yata Aratel.
Le café, deuxième produit le plus échangé au monde après le pétrole. Selon les derniers chiffres, le revenu annuel de l'industrie mondiale du café est estimé à 446 milliards de dollars US. Ironie du sort, les pays africains producteurs de café reçoivent par an moins de 5% de la valeur mondiale. Il faut rectifier le tir à cette 62e réunion de l'Organisation interafricaine du café, OIAC, en misant sur les jeunes et les femmes dans l'industrie africaine du café. Dans le secteur agricole, en particulier dans le secteur caféier, les femmes sont plus nombreuses dans la production, mais ne sont pas rendues visibles. Donc il est temps que nous puissions reconnaître ce mérite et les encourager à œuvrer pour permettre à ce que nous puissions mieux nous développer. L'élément de détermination, je cite toujours, c'est d'encourager les jeunes à pouvoir vraiment rejoindre cette dynamique du secteur agricole. Des initiatives sont entreprises par l'OIAC pour répondre aux besoins de transformer le secteur du café en Afrique en une industrie moderne, compétitive et durable. Formation et accompagnement des acteurs, développement des marchés intérieurs du café, promotion de la consommation intérieure, création de kiosques à café. Des initiatives qui mettent l'accent sur la qualité, la quantité et la productivité, profitables à tous les acteurs et les producteurs en particulier. Le café africain est appelé à jouer un rôle majeur dans le développement de nos États si l'on venait à obtenir sur le continent toute la chaîne de valeur qu'il est appelé à générer. Cette démarche cadre parfaitement avec la vision stratégique Togo 2025 de son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, qui met un accent sur l'agro-business en particulier et la transformation sur place en Afrique, ici même, de nos matières premières locales en général. Consciente du potentiel énorme à libérer dans le secteur du café africain, l'OIAC a élaboré une nouvelle initiative dénommée Drinking African Coffee, Build Africa, ou plus simplement, boire le café africain, construire l'Afrique. Une manière pour l'OIAC de revitaliser la filière du café africain et répondre ainsi aux opportunités qu'offrent divers marchés, notamment celui de l'ASLECAF. Les acteurs du dialogue social au Togo étaient réunis à Kara en fin de semaine dernière pour un forum sur le dialogue social, justement. Eh bien, qu'est-ce qui justifie une telle initiative et à quoi a-t-elle abouti? Les réponses dans ce reportage signé Nestor Mouzou. Le Forum national de Kara intervient plus de 15 ans après les assises du dialogue social. Ces assises nationales ont permis la signature du protocole d'accord tripartite et la création du CNDS, Conseil national du dialogue social, pour prendre en compte les profonds changements et évolutions de l'environnement économique et des modes de production et d'organisation du travail, et de rénover, d'adapter et de renforcer les mécanismes du dialogue social, consolider la paix sociale et favoriser les conditions de productivité des entreprises et des services publics. Lorsque les assises nationales du dialogue social se tenaient, notre pays était dans une situation de crise socio-politique et économique. Et les relations entre les employeurs et les travailleurs étaient très difficiles, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'arriérés de paiement de salaire. Nos entreprises avaient de la peine à prospérer et à créer des emplois. Depuis lors, l'environnement, les modes, l'organisation, les méthodes du travail ont considérablement évolué. Notre pays a relancé sa dynamique de développement. Nous avons renoué avec une trajectoire d'investissement, de croissance, de création d'emplois. Nous avons continué sur le plan institutionnel, législatif et normatif à mener des réformes et des modernisations. Lorsque nous jetterons un regard rétrospectif et lorsque nous allons voir la nature de l'économie togolaise aujourd'hui, les défis et les enjeux qui se posent à nous, naturellement, un certain nombre de questionnements surgiront qui peuvent nous aider à voir les perspectives vers lesquelles nous pourrions progresser.
Les émissaires et les experts du Bureau international du travail venus d'Abidjan et de Dakar ont apporté des éclairages édifiants concernant les concepts et les fondements du dialogue social, les conditions de sa réussite, les particularités du dialogue social dans les administrations et fonctions publiques, ainsi que sur la liberté syndicale et le droit de grève. Les participants ont bénéficié d'un partage des expériences et des bonnes pratiques en matière de dialogue social et des mécanismes créés à cet effet au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Après de larges et intenses débats et échanges, toutes les parties prenantes ont pu exprimer leur point de vue sur la situation du dialogue social au Togo, les forces et les faiblesses à observer et les voies et moyens pour moderniser et renforcer le dialogue social et le CNDS. À l'issue des travaux, une feuille de route, des actions et des mesures à mettre en œuvre a été adoptée par acclamation et signée par toutes les centrales syndicales, les organisations professionnelles d'employeurs ainsi que le gouvernement. Malgré les appréhensions, les craintes, les suspicions qui existaient, nous avons persévéré et je voudrais dire merci à tous. Je voudrais également dire ma satisfaction sur la qualité des débats, des échanges que nous avons eus. De manière franche, nous nous sommes rendus compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir parce que la vie économique, l'environnement économique évolue, des mutations interviennent, l'économie se digitalise, les questions environnementales, sociales et climatiques prennent un poids important et nous devons en tenir compte. J'ai confiance que nous allons continuer à travailler ensemble. Et sur la base de cette confiance, de cet optimisme, je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement à faire sienne les conclusions auxquelles nous sommes parvenus en termes de rénovation et de modernisation du dialogue social dans notre pays. Il est à signaler qu'en plus des organisations patronales, à savoir le Conseil national du patronat, l'Association des grandes entreprises du Togo et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et des centrales syndicales, les syndicats de base des secteurs de la santé, de l'éducation et de la zone franche, ainsi que les représentants des associations des parents d'élèves, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et les responsables de l'enseignement confessionnel ont pris part à ce forum. Le Togo multiplie des stratégies pour la réduction et l'élimination, si possible, du mercure dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or. Et après 15 ans de processus, le processus a été donc long, le plan national est fin prêt. Il est soumis ce matin à appréciation avant validation. Le reportage est signé Abidé Niazindé. Les conséquences néfastes du mercure sur la santé et l'environnement amènent le Togo à évaluer plusieurs secteurs, notamment miniers. Selon les résultats des inventaires réalisés en 2021, l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or utilise 217,12 grammes de mercure par an. Un chiffre non négligeable qui contraint à des actions concrètes pour réguler ce métal lourd. Le mercure est une préoccupation de portée mondiale. C'est d'abord un polluant chimique à caractère mondial qui représente aujourd'hui 38% des émissions mondiales, notamment celles provenant du secteur de l'orpaillage. Alors, 38%, vous me demanderez ce que cela représente. Cela représente environ 823 tonnes de mercure qui sont émises dans l'environnement par le secteur minier artisanal. À la fin, l'homme se contamine aussi bien en consommant les produits qui sont impropres. Un processus de longue haleine pour des stratégies cohérentes répondant aux aspirations de tous les acteurs. Pour l'élaboration de ce plan, nous avons démarré par un atelier de lancement en janvier 2021. Ensuite, il y a eu un recrutement d'une équipe de 4 consultants dans le domaine spécifique. Et maintenant, nous sommes à l'étape de validation du plan d'action qui contient en même temps le résumé du synopsis, les stratégies et un plan de mise en œuvre sur une période de 15 ans. Ce plan que nous allons valider aujourd'hui regorge un ensemble d'activités qui répondent à des stratégies bien définies, à 8 stratégies essentielles qui permettront de réduire à court, moyen et long terme les émissions et rejets de mercure, de préserver la santé des populations, d'améliorer aussi le processus de formalisation, de réduire l'exposition des populations vulnérables que sont les femmes et les enfants. Ce plan d'action national, conformément à la Convention de Minamata, est un engagement du Togo aux côtés de la communauté internationale pour l'élimination de la pollution du mercure.
Le mercure, donc, source de plusieurs maladies. Et ce 14 novembre, donc, est la journée du diabète, une autre maladie. Une occasion non pas pour célébrer la maladie, donc, mais plutôt sensibiliser pour mieux lutter contre ce tueur silencieux. Et ce matin, c'est une vaste campagne de dépistage du diabète qui a démarré à Lomé. Le compte rendu avec Solange Amandé et Sandra Aziagé. Il y a 4 ans, Touré Ba pouvait se tenir sur ses 2 pieds et se déplacer aisément. Le sexagénaire se sert aujourd'hui de béquille. Le diabète a emporté son pied. Volontiers, cette énième victime de la maladie du sucre partage son histoire. Ça a commencé par légèrement une petite plaie au niveau de mon orteil, du pied gauche. La glycémie est montée et la petite plaie a causé quelques problèmes. Il me dit, sur cette base, vu les résultats, nous sommes obligés de vous opérer. Une amputation est faite chaque seconde dans le monde et on compte plus de 400 millions de morts du diabète selon l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui imposent des actions fortes à tous les niveaux. Des journées portes ouvertes se tiennent de jeudi à samedi prochain à Lomé. Il y aura le dépistage gratuit du diabète au sein de la population du Grand Lomé. Il y a le marché, le grand marché de Lomé à Sigamé, la cathédrale, Kojovia Kopé, donc la cour de la paroisse Saint-Christophe, Tokoin, Kodomé, Adidogomé, Massalassi, Bossime, le marché, l'université de Lomé, le terrain du lycée d'Agoué et ici, sur le site de Kégué. On va aussi prendre la pression artérielle de tous ceux qui viendront nous visiter. Il y aura aussi des débats avec les acteurs du parcours de soins du diabétique, renforcer les capacités des sages-femmes, des pharmaciens, enfin du personnel de pharmacie, des médecins généralistes. L'alimentation est une base d'une bonne santé. Il faut que ce soit une alimentation équilibrée. Nous savons aussi que l'hygiène de vie, le sommeil, les relations sociales, le fait d'éviter le tabac, l'alcool, tout cela contribue à une bonne santé. Au Togo, la prévalence du diabète est de 4,9%, dont 5,3% chez les femmes et 4,4% chez les hommes. Selon le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, il faut s'attaquer au mal par la racine, insister sur la prévention et rappeler sans cesse qu'il faut manger moins sucré et bouger beaucoup. Et le diabète, plus connu comme la maladie du sucre, est une pathologie bien plus complexe. Et le diabète est lié donc au taux de glycémie dans l'organisme. Comment se manifeste la maladie? À quoi est-elle due concrètement? Et comment l'éviter? Edwige Takwa-Bassabi et Yata Aratem nous répondent dans ce dossier. Le nombre de personnes souffrant de diabète a pratiquement quadruplé depuis 1980. La prévalence de la maladie augmente dans le monde entier, en particulier dans les pays à revenus faibles. Les causes sont complexes, mais cette hausse s'explique en partie par l'augmentation du nombre de personnes en surpoids et ayant des antécédents familiaux. Chez les adultes, le diabète va survenir. Il y a la consommation excessive de l'alcool, il y a la consommation du tabac, il y a la consommation des graisses, du gras. Donc cette alimentation trop riche en sucre, en gras et en sel va favoriser le diabète. Il y a le diabète de type 1, le diabète des enfants. Donc les enfants, ils naissent malheureusement avec un pancréas qui ne sécrète pas de l'insuline. Donc il va avoir du glucose qui va rester dans le sang et cela va augmenter le taux de sucre dans le sang, donc un diabète. Au cours de la vie, l'enfant peut aussi avoir des maladies ou d'autres pathologies qui vont entraîner un dysfonctionnement du pancréas, un mauvais fonctionnement du pancréas et donc entraîner un diabète. Le diabète est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale avec une amputation des membres inférieurs. Prévenir le diabète en faisant l'effort sur ces 4 éléments qui favorisent non seulement le diabète, mais favorisent toutes les autres maladies non transmissibles et qui font le lit de l'hypertension, du cancer, du diabète. La consommation excessive d'alcool. Donc réduisons la consommation d'alcool. La consommation du tabac. Et quand nous parlons du tabac, nous parlons de la chicha, qui est vraiment du tabac et qui cause assez de dommages. Donc, les patients qui sont diabétiques, le conseil important, c'est de se faire consulter,
de pratiquer de l'activité physique, de revoir leur alimentation, de se faire conseiller sur leur alimentation et de boire beaucoup d'eau, bien entendu, et de faire très attention à leur maladie. La survenue d'une insuffisance rénale, la survenue du pied diabétique, d'une amputation ne sont pas une fatalité. Plus de 19 millions de personnes vivent avec le diabète en Afrique et ce nombre devrait atteindre la barre de 47 millions de diabétiques d'ici à 2025. Un régime alimentaire sain, l'activité physique, des médicaments, un dépistage régulier et le traitement des complications permettent de traiter le diabétique et éviter les conséquences fâcheuses qu'il peut engendrer. On en sait donc un peu plus sur le diabète. Vous êtes-vous faire recenser? Si la réponse est non, eh bien, vous avez toujours la possibilité de le faire. L'opération est prorogée jusqu'au mercredi 16 novembre prochain. Carmen Madjé à Kakpo nous fait découvrir l'opération sur le terrain après donc cette prorogation. Et c'est à Lomé. Sous l'arbre palabre à Pérido, cultivateur à Akato-Clégomé, reçoit les agents recenseurs. Il a manqué plusieurs fois leur visite en raison des travaux champêtres. La prorogation de 4 jours, une occasion à ne pas rater. Un peu plus loin, dans le village de Yokwe, les agents recenseurs s'activent. De maison en maison, ils font tout pour ne laisser personne de côté. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat prend officiellement fin le 16 novembre prochain. Certaines équipes sont renforcées. Et je suis là pour renforcer mon ami qui a quelques absents, donc on est en train de travailler. Il y a beaucoup d'absents, tu vas marcher plus de 7 fois avant de retrouver un ménage. Mais finalement, on rend grâce parce qu'on finit par les retrouver. Sur le terrain, des difficultés subsistent, mais Hana, chef d'équipe de la zone 11 Yokwe, reste confiante quant à l'objectif à atteindre. J'ai eu quelques renforts, notamment 2 jeunes filles, dans ma ZD numéro 11 et la ZD numéro 12. Donc ça a fait en sorte que le travail puisse avancer un peu vite. Et les renforts aussi m'ont beaucoup aidé. Les données recueillies au cours du 5e RGPH seront exclusivement utilisées pour la production des statistiques qui serviront à la planification du développement à l'échelle nationale, régionale et surtout communale sur les 10 prochaines années en vue de planifier un meilleur futur pour tous les Togolais. Voilà donc l'état des lieux à Lomé. Alors, qu'en est-il à l'intérieur du pays? Eh bien, Sylvain Abdou a adressé le constat dans la localité de Evouyaokopé et c'est dans l'Amou. Voici son reportage. Cette famille est l'un des tout premiers ménages recensés ici à Evouyaokopé dans la préfecture d'Amou depuis le démarrage de l'opération du RGPH 5. Et sur les concessions, les traces sont bel et bien visibles, preuve du passage des agents recenseurs ici et là. Nous sommes les premiers à être recensés. Ils ont posé des questions, plusieurs questions même, que j'ai répondu. Sinon, j'ai été recensé avec ma famille, ma femme et mes enfants. Tout est au complet. Non loin de cette concession, celle-ci et la réalité est la même. Ils étaient venus le jour là, c'était une chance. J'étais parti au champ. Mon enfant avait le problème au lycée et on l'a renvoyé de venir me chercher. Arrivé, je suis venu les trouver. Bon, j'étais pressé, bon. Ils m'ont dit d'aller et revenir le soir. C'est le soir qu'ils m'ont recensé, plus toute la famille. Visiblement, chaque ménage est recensé puisque, à en croire les agents recenseurs déployés dans cette zone, tous les ménages sont touchés par cette opération. J'ai fini ma ZD. J'ai fini 2 jours avant le 12. Mais j'ai encore pris les 2 jours là pour encore sillonner ma ZD pour voir est-ce qu'il y a un oubli. Mais il n'y en a pas. Donc j'ai fini ma ZD. Cette opération qui devrait normalement prendre fin le 12 dernier est donc repoussée au 16 novembre, soit 4 jours de temps supplémentaire pour permettre aux retardataires de se rattraper. Cette équipe, quant à elle, n'est pas là pour recenser, mais plutôt point but. J'étais arrivé
pour rendre compte au chef canton, pour lui parler de comment le travail s'est déroulé sur le terrain, pour lui remercier pour sa collaboration. Ils sont sur le terrain pour voir si effectivement il y a des oublis, mais c'est pour encore vérifier encore plus s'il y a des gens qui vont encore se prononcer. Et selon le chef canton, le dénombrement ici a été effectif dans la zone d'Amou, puisqu'un travail de fond a été au préalable mené. Tout le monde s'est fait recenser, parce que avant qu'ils ne débarquent ici, donc il y a eu des réunions de préalable que nous avons faites au niveau de la préfecture. On était tout le temps avec eux pour voir ce qui se passe sur le terrain, si bien que le rapprochement, la collaboration entre nos agents recenseurs qui sont dans le milieu et nous, ça se passait bien et j'ai la certitude que les gens se sont fait recenser. Tout comme ici à Evouya-Okopé, l'opération s'est donc en tout cas bien déroulée. Une opération pour permettre à l'État de disposer d'un fichier fiable visant à assurer un meilleur développement de la population dans tous les secteurs. Et la suite de l'actualité, c'est également l'état d'urgence décrété au Darfour. Une décision qui intervient après les violences tribales qui ont fait une dizaine de victimes dans le pays. L'État du Darfour centre au Soudan a décrété l'état d'urgence. Après que plus de 24 personnes ont perdu la vie lors d'un conflit tribal, le gouverneur Saad Adam Babiker a affirmé que l'état d'urgence avait été décrété dimanche soir pour un mois. Le conflit a éclaté la semaine dernière entre les tribus arabes des Miseriva et des Aoulad Rached dans des villages proches de Zalingé, chef-lieu du Darfour centre dans l'ouest du Soudan. Un dignitaire tribal des Miseriva a expliqué qu'il était parti d'un vol de mobilette. Les combats se poursuivent malgré l'état d'urgence. Un dignitaire des Aoulad Rached décrit des maisons incendiées et une situation hors de contrôle malgré l'envoi des troupes gouvernementales. Le vide sécuritaire engendré par le coup d'état militaire du général Abdel Fattah el-Bourhan en octobre 2021 a laissé la place à davantage de conflits tribaux. Ils ont tué cette année plus de 800 personnes et déplacé plus de 265 000 selon les Nations Unies. Le président Omar el-Béchir, aujourd'hui en prison, a été déchu en 2019 sous la pression de la rue et de l'armée. Le Darfour reste depuis régulièrement secoué par des violences, notamment entre tribus rivales. Elles sont entre autres provoquées par des disputes territoriales et des difficultés d'accès à l'eau. Et puis en bref, au Burkina Faso, une enquête est diligentée depuis le week-end dernier. Elle permettra de faire la lumière sur les tirs d'obus survenus dans la zone de Dibo. Des dizaines de civils ont perdu la vie et c'était le 9 novembre dernier. Et c'est le 14e régiment interarmes de la région qui est déjà mis en cause. Retour en page nationale avec cette réunion, c'était la semaine dernière, donc, de la communauté internationale des hommes du plein évangile. Une réunion couplée, une deuxième convention nationale couplée donc des 35 ans d'anniversaire, donc le 35e anniversaire de l'association. Et l'objectif, c'était de permettre donc à ces hommes, des hommes d'affaires, de faire le point des activités menées durant une année et de redéfinir des perspectives, et tout cela sur la base des valeurs chrétiennes. Le compte rendu avec Sandra Agbouché et Ramdan Lassina. La 22e Convention nationale est un moment de rassemblement annuel des membres de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile du Togo. Une rencontre de 3 jours pour s'équiper, s'encourager et s'édifier pour l'accomplissement de la vision de leur communauté. La richesse véritable d'une nation, ce sont ces hommes et ces femmes. Et les hommes de qualité, ce sont ces hommes qui ont été transformés de l'intérieur. Ce sont ces hommes-là qui ont été transformés dans leur cœur et qui peuvent partager l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, on peut parler de ça partout, dans notre entreprise, dans nos familles. La convention se traduit par des rencontres en termes de séminaires, de formation, de tables rondes et de talk-shows. Thème choisi, levons-nous et brillons dans nos affaires. Comme pour dire, le chrétien doit sortir de sa zone de confort et prendre des risques. C'est une véritable sortie pour ces hommes et femmes qui sont des affairistes et qui aiment également Dieu.
en tant que chrétiens entrepreneurs, développer notre continent, nous avons besoin d'un certain nombre de valeurs. C'est l'intégrité et la compétence. Il faut nécessairement que ce dernier s'informe sur les opportunités qui existent. Il ne peut pas exécuter un projet en tant qu'entrepreneur seul. Il faut se donner une équipe projet. Et l'équipe projet peut faire avancer le projet ou bien le détruire. D'où l'intérêt de passer du temps aussi devant le Seigneur pour avoir cette équipe projet. L'événement réunit des chrétiens, hommes d'affaires venus du Bénin, du Burkina Faso, des États-Unis d'Amérique, du Congo, du Ghana et du Togo. Depuis sa création en 1952, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile met en réseau les professionnels et hommes d'affaires pour consolider les liens fraternels en Christ. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.